Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 31, Shadowgate. Salut les aventuriers et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ici Xavier pour un numéro spécial. Alors comme vous le savez, certains de nos podcasts sont basés un peu plus sur les sujets de pop culture. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait un peu plus souvent. Et voilà, un nouveau numéro qui se consacre donc à une saga de jeux vidéo intitulée Shadowgate. Voilà, donc pour nous au podcast, c'est vraiment un jeu très important pour l'univers qui lie en fait les livres dont vous êtes le héros et l'univers du jeu vidéo. Il y a comme une étape, 2.0 de l'aventure, donc comment passer du papier au visuel et comment les choses comme ça seraient imaginées. Et c'est aussi un jeu très très amusant. Avant qu'on en parle, pour ceux qui cherchent, le jeu Shadowgate, vous pouvez le trouver sur Steam. Je crois qu'il est à 3€, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi donc une version remaster de Shadowgate, très moderne, avec d'excellentes illustrations, qui garde le principe, mais qui est beaucoup plus avancée, avec une nouvelle technique de gameplay, et qui est un peu plus moderne, qui suit un peu ce qui se passe au milieu des jeux vidéo. Donc très sympa, toujours du click and scroll, mais l'aventure est toujours au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on va se consacrer sur un Shadowgate spécifique, celui de la Nintendo. Voilà, donc pour discuter un petit peu plus maintenant de Shadowgate. Alors, Shadowgate fut créé en 1987 par la société Icom. Mais parlons un peu plus d'Icom avant de discuter de leur magnum opus. Icom, c'est un développeur de jeux vidéo créé en 1984 qui se spécialisait en fait dans le jeu d'aventure. Plus précisément, ça revient un petit peu à ce que je disais avant, donc la version 2.0 du jeu d'aventure. Donc qu'est-ce que c'est exactement ? Le Graphical Adventure Game, qui se traduit en français par le jeu vidéo graphique. Avant cela, les jeux d'aventure étaient en format texte, qui s'appelaient donc les textes aventures. Et les textes aventures étaient très connus, beaucoup étaient très très connus, ils étaient souvent créés par la même société, un peu celle qui était, qui sortait les meilleurs numéros en tout cas, qui s'intitulait donc Infocom. Le plus connu de leur série est Zork. Après, il y a aussi l'aventure du détective privé Witness et l'impressionnant A Mind Forever Voyaging. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le texte aventure, juste une rapide explication, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est que le jeu se joue qu'avec du texte. Vous avez l'impression d'être sur Word ou un programme de texte justement. Donc vous avez une narration qui est décrite et le jeu, si vous voulez, enregistre certains mots clés ou des actions, des verbes en fait, qui sont intégrés dans sa machine et qui comprennent justement quand vous combinez certains éléments ensemble ou que vous décidez de prendre une action. Donc par exemple, si le jeu vous dit que vous êtes dans une cour d'un château et vous voyez plein de chevaliers autour de vous en train de se battre, le jeu va vous dire ainsi par la suite que faites-vous. Donc vous pouvez dire aller à droite, aller à gauche ou observer qui est un peu le mot-clé pour voir un peu plus ce qui se passe, parce que le jeu bien sûr est un peu piégeux, il va pas vous donner toutes les informations nécessaires, donc voilà, il faut jouer un petit peu là-dessus. Et les jeux Infocom sont connus aussi pour être très brutals. Ce que je veux dire par cela, c'est que vous pouvez mourir très rapidement. Un peu comme certains livres dont vous êtes le héros, non ? Donc voilà, c'est vraiment une excellente aventure, je pense que ça vous plaira beaucoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Après le texte aventure, les graphismes sont apparus et certains textes aventure ont commencé à avoir un peu plus un côté d'immersion. Donc non seulement du texte, mais une petite image graphique au début qui était illustrée. Alors sur ceux qui ont connu le PC console un peu plus ancien, mais comme la Sinclair ou la Commodore 64 ou l'Amstrad CPC, voilà, il y a la saga du Hobbit, qui étaient des jeux sur cassette audio que vous insérez, et donc vous avez une image qui en dot matrix, donc pas en pixel mais en dot matrix qui était en train de loader, ce qui vous permettait justement de jouer à l'aventure et qui vous donnait cette, bien sûr comme je disais, cette immersion, cette atmosphère en plus dans le jeu.
ce qui est assez intéressant, c'est que Infocom s'opposa à cette modernisation d'ajouter des graphismes dans leurs aventures en disant justement que c'était pas nécessaire, et c'était même leur campagne publicitaire, comme quoi on n'a pas besoin de ces pixels. Alors à savoir, à l'époque, les pixels étaient beaucoup plus petits, on parle bien de l'Atari, hein. Donc on n'était pas encore au niveau de la Nintendo. Mais bon, ça, c'est une histoire pour un autre podcast, le Texte Aventure. Aujourd'hui, restons justement sur Shadowgate. Alors, qu'est-ce que le Graphic Adventure Game ? Voilà, comme on a parlé du texte, j'en profite pour parler du Graphic Adventure. Alors, c'est une image fixe avec des effets d'animation visuelle qui sert à tout prix, comme je disais, qui sert à tout prix à propulser le joueur dans l'atmosphère de l'aventure. Il y a un menu interactif avec des verbes qui est souvent situé généralement autour de l'image, un inventaire où les items que l'on ramasse pendant le jeu se retrouvent, et le curseur de la souris, pour ceux qui étaient un peu plus modernes, qui sert aussi comme un outil, souvent pour 2 actions. Alors, ça c'est connu pour les jeux LucasArts, qui étaient donc soit d'interagir ou soit d'observer. Alors puis dans les premières versions du Graphic Adventure Game, il y avait donc une fenêtre de contexte qui était rémanent justement des textes aventures. Et le scénario s'est développé dedans, mais aussi il y avait une narration interactive. Et cette fenêtre de texte qui apparaissait, c'est là où on faisait des actions. On ne se servait pas encore de la souris, on se servait plutôt du clavier pour bouger notre personnage dans l'univers en 3D. Comme les jeux Sierra, les tout premiers, comme les King's Quest, les Police Quest, les Space Quest. Oui, c'était un peu la signature de Sierra. C'était de mettre un univers, puis après le mot Quest par la suite. Mais voilà, bien sûr, au fur et à mesure du temps, les choses évolueront, comme après les jeux LucasArts, comme Sam & Max, Day of the Tentacle, où voilà, la souris, le curseur, en fait, avait beaucoup plus... était un outil qui était beaucoup plus important. Avec, bien sûr, certains gardaient toujours, comme Monkey Island, gardaient la fenêtre de verbe en dessous pour interagir aussi. Donc, on utilisait le curseur pour choisir un verbe, et puis on interagissait avec le décor. Voilà ici ce qui constitue un Graphic Adventure Game. Voilà, je voulais juste vraiment parler de cela, je suis sûr que certains d'entre vous le savent, mais voilà, je voulais juste discuter vite fait pour replonger un peu tous nos auditeurs dans ce qui est justement le jeu graphique et Shadowgate. Alors avant de continuer et de discuter de Shadowgate, on fait une petite pause musique pour se mettre justement encore une fois dans l'ambiance. Je vous propose d'écouter un morceau de John Carpenter qui s'intitule Vortex. À tout de suite.
Ok les aventuriers, retournons à Shadowgate. Alors une fois que le jeu est sorti en 87 sur Mac et DOS, il fut édité par la suite en 1989 par le développeur-distributeur Kemco. Voilà, pour arriver sur console NES sous la licence Nintendo. Qu'est-ce qu'est la licence Nintendo ? Vous vous souvenez, ceux qui ont grandi avec la Nintendo ou ceux qui collectionnent aujourd'hui, c'est la petite étoile dorée qui se trouve sur les jeux officiels de la NES. Voilà, c'est une petite étoile qui est souvent en bas à droite et qui était vraiment quelque chose de primordial pour que les distributeurs et les développeurs justement puissent vendre leurs jeux rapidement et facilement sur le marché. Sans cette étoile, le jeu était un peu connu comme un jeu pirate ou un jeu non officiel. Et c'était assez rare quand même sur la NES. Il y avait pas mal de jeux, bien sûr, qui n'avaient pas cette certification, mais pas autant que d'autres qui l'ont. Alors voici le descriptif qui se trouve sur le boîtier carton du jeu. Une clé cachée ouvre la porte d'un vieux château. Tandis que cette porte gémit sur ses gonds, rouillées, le vent fétide et humide murmure cette aventure inquiétante. Le danger vous guette. Pourtant, c'est à l'intérieur de ces murs sombres et menaçants que vous devez mener votre aventure. Bienvenue au château de Shadowgate. Alors, petit détail amusant, on nous promet des graphismes exceptionnels en 3D et des effets sonores spéciaux. Les choses ont évolué, non ? Alors, la NES étant une console 8 bits, elle n'a jamais vraiment proposé beaucoup de jeux de ce genre. Le point and click, et surtout pour la France sur la NES, il n'existe vraiment peu de titres. Alors bien sûr Shadowgate, mais aussi par exemple Maniac Mansion. En version NTSC, on peut retrouver un peu plus de jeux de cette façon-là, comme King's Quest V, déjà vu 1 et 2 de Icon, justement, où nous incarnons un détective privé. Nightshade, alors Nightshade, c'est assez intéressant comme jeu, c'est un point and click, aventure, arcade, assez spécifique, qui est très très difficile, justement. Donc voilà, si vous êtes curieux de voir ce que ça donne, un mélange du genre, je vous conseille de voir Nightshade. Ou bien sûr, un jeu assez rare sur la Nintendo, un peu plus facile à trouver sur DOS ou Mac, Uninvited. Alors Uninvited, je le cherche toujours pour la NES, en version NTSC. C'est un jeu qui coûte beaucoup sur eBay ou entre collectionneurs. Alors par contre les titres fleurissent sur la Famicom au Japon, beaucoup plus de jeux, énormément, où justement certains sont arrivés sur Nintendo comme Princess Tomato, voilà, on incarne, je crois que c'est un chevalier courgette et on est au royaume des légumes et nous devons sauver la princesse tomate. Voilà, là on est bien dans le graphic adventure, et puis il y a beaucoup plus au Japon, voilà, on incarne des détectives privés, des policiers, et on fait des enquêtes, toujours très facile à utiliser justement pour l'enquête et le polar, je veux dire, trouver des preuves, résoudre un crime, ça marche plutôt bien pour ces jeux-là. Alors pourquoi nous n'avons pas beaucoup de jeux de ce genre-là sur Nintendo ? C'est peut-être, à mon avis, l'approche plus contextuelle, via les possibilités d'action qui s'affichent dans le menu, à proximité de l'image, peut-être que le marché US et européen trouvait que les joueurs étaient moins intéressés, plus pour des jeux d'arcade ou de plateforme. Il y a plein de raisons. Une chose connue, c'est par exemple le marché de la Dreamcast au Japon, qui était très différent du marché européen américain, où au Japon il y avait une énorme quantité incroyable de RPG, et le marché US, Europe, voilà, se disait mais non, les joueurs ne sont pas du tout intéressés par les RPG, ils veulent les jeux d'arcade, c'est une Dreamcast. Bref, ouais, c'était quelque chose d'assez intéressant, donc peut-être, tout dépend. Mais voilà, Famicom quand même, grosse quantité. Mais de toute façon, il faut dire que le point and click n'est pas très populaire sur console. C'est un genre que l'on trouve là où il est né, bien sûr, le PC. Nintendo n'en propose finalement très peu, et la Sega que vers l'époque de la Sega CD, comme le fameux Snatcher de Hideo Kojima. Il faut dire aussi que jouer à Shadowgate avec la manette Nintendo, c'est pas très maniable, Une souris, bien sûr, bien plus pratique, mais on va pas bouder notre plaisir. Pour une fois que l'on peut découvrir un autre type de jeu que les plateformes et les beat'em all comme Mario ou Double Dragon, ça fait plaisir. Alors, sans compter la difficulté, il fallait dire, et surtout réfléchir pour jouer à Shadowgate. Et c'est pas qu'un peu. Quelque chose qui peut facilement aliéner la plupart des joueurs sur console. Car la console, bien sûr, était connue pour son côté plus arcade et moins DOS. Donc même
comment dire, c'est pas une question de qui on est, de quel joueur, mais c'est plus à quoi on s'attend. Hein, si c'est clair que si on nous dit que ça va être un film tranquillou et qu'on va voir un film d'action, ça nous déstabilise. Donc voilà, c'était aussi la réputation qu'avaient les consoles à l'époque. Donc c'était très rare, et puis c'était un marché un peu difficile à accéder, mais qui a bien marché quand même. Voilà, le jeu a fait les bonheurs des hotlines Nintendo, surtout. À l'époque par Minitel ou par téléphone. En Amérique, il y avait bien sûr le Nintendo Helpline qui était appelé sans arrêt. Et je peux vous dire que les développeurs de jeux vidéo en profitaient. Surtout, c'est chez Sierra qui avait une ligne d'aide. Et je crois que c'est King Quest 3 qui était vraiment impossible à résoudre. Vous avez l'impression qu'ils ont fait exprès pour que les joueurs appellent justement les services d'aide. Et voilà, justement, on peut voir que Shadowgate est un véritable succès pour les Nintendo, ça marche, les lignes sonnent sans arrêt, les joueurs ont besoin d'aide, énormément de consommateurs, donc ça roule. Et d'ailleurs, petit aparté assez intéressante, donc l'écrivain de notre script pour cette aventure, Fabien, justement qui nous écrit les scripts de pop culture, ne compte plus les appels, souvent sans en parler à ses parents, pour appeler Nintendo et demander des solutions quand il jouait justement à Shadowgate plus jeune. Et il y avait pas mal de passages qu'il n'arrivait pas à franchir. Donc voilà, Fabien, assez intéressant. C'est cool quoi, mais c'est assez chouette. Hein. L'époque avant Internet, avant les solus, comment justement comment on faisait en sorte d'obtenir nos réponses. Alors, parlons gameplay. Comment joue-t-on à Shadowgate ? Alors, la notice du jeu conseille dès la première page de faire une pause d'1 quart d'heure toutes les 2 heures du jeu. Ce qui est bien, non ? C'est raisonnable. Heureusement, une pile de sauvegarde est insérée dans la cartouche. Ça, c'est important, c'est sacré. On reprendra donc l'aventure où l'on s'est arrêté, en cas de pause ou de game over. Et les game over seront très nombreux. La manette NES a 2 boutons d'action, nommés A et B bien sûr, et pour Shadowgate, on n'utilisera que le A. Toujours dans la notice, française sur celle-ci, on nous présente le jeu avec des captures d'écran anglaises, ainsi que des explications sur chaque verbe anglais utilisé dans le jeu. Et, aux surprises, on glisse la cartouche dans la console et on découvre le jeu entièrement en français. Alors à savoir, peut-être la notice était faite avant en pensant que la traduction n'arriverait pas à temps. Mais bon, ça arrange beaucoup de monde, notamment notre écrivain pour le scénario, ici Fabien, qui justement se retrouve au plaisir de pouvoir jouer dans ses aises. Mais en tout cas, rien n'indique sur la boîte ou la notice que le jeu est en français. Ce qui est dommage, car certains joueurs ont peut-être refusé de jouer au jeu en pensant qu'il n'était pas traduit. Alors retournons dans le jeu. À l'écran, il y a 3 fenêtres. La première, c'est la vue où on découvre les pièces du château, avec ses monstres, ses pièges, ses fenêtres, et hélas, petite et quasiment pas animée. Voilà, Shadowgate c'est un jeu assez fixe. La deuxième fenêtre, c'est la carte du château qui contient notre inventaire d'objets, et tous les sorts que nous découvrirons au fur et à mesure de l'aventure. Et on n'est pas limité au nombre d'objets, ce qui est assez sympa. Et la carte de Shadowgate, pour les maîtres du jeu de Donjons et Dragons, voilà, si vous avez dessiné sur papier et grille vos donjons, là vous allez vous retrouver justement parfaitement dans comment dire, un petit coup de nostalgie, comme ça que le jeu se dessine, un peu aujourd'hui comme comme Lands of Lore et d'autres jeux de ce style-là. Alors la troisième fenêtre, c'est les instructions qui contiennent les verbes d'action dont on va devoir se servir. On nous tutoie dans Shadowgate. Les verbes sont voit, ouvre, utilise, sort, prend, ferme, tape, dit et bouge. On utilisera ces verbes sur la fenêtre de vue. Voilà, donc on clique sur un verbe, qu'après l'ensuite la souris va donc actionner la prochaine chose que l'on clique avec ce verbe. On peut aussi associer les verbes avec des objets et les sorts que l'on obtient dans l'aventure. À noter aussi le mot soit, qui veut dire que l'on peut utiliser des objets ou des sorts sur soi-même avec tous les effets positifs, mais aussi les effets négatifs s'il y en a. Donc qui peut en résulter. Quant à garde, c'est pour sauvegarder le jeu à tout moment. Le bouton Start de la manette nous donnera des soi-disant indices très vagues pour nous aider dans l'aventure. Alors voilà, on a assez parlé de l'univers, du jeu, je sais, voilà ce que vous attendez. Avançons donc à l'univers de Shadowgate, on joue à Shadowgate. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est justement l'univers Shadowgate ? Le druide Lakmir nous envoie dans Shadowgate, la forteresse, pour empêcher le sorcier maître des lieux de nuire. La légende dit que les murs de ce château sont vivantes. La porte du château s'ouvre facilement, ouf,
Mais une fois arrivé dans le hall, on est bloqué. 2 gros yeux menaçants nous regardent et on ne sait pas quoi faire. Et on se fait traiter de clown par le maléfique sorcier. En fait, il a pas tout à fait tort, ce méchant. On arrive dans le château et on connaît rien. Il est bien gentil, le druide, mais il nous envoie dans un endroit sans armes, sans magie, sans plan et sans torche. Alors là, je vous avoue que si on s'y connaît pas du tout, c'est très difficile de savoir qu'il faut ouvrir le crâne qui se trouve au-dessus de la porte pour y trouver une clé qui nous arrivera donc la porte du château. Fallait vraiment y penser à l'époque. Alors pendant la quête, de nombreux objets pourront être ramassés. Nous ne sommes pas limités, comme on disait un peu plus tôt, sur la quantité. On peut ramasser tout ce que l'on trouve, tant pis si certains objets n'ont pas d'utilité, on ne sait jamais. Voilà, on est sûr et certain, au moins on aura tout ramassé. Mais on remarquera que certains objets pourront être utilisés plusieurs fois. Donc voilà, il faudra les ramasser de nouveau, une fois qu'on en sera servi, comme par exemple la sphère glacée. Et la lumière fut. Et surtout, il ne faut pas oublier de prendre les torches. Celles-ci sont hélas indispensables pour faire l'aventure. Il faut vraiment ramasser et même échanger les torches. Quand on connaît bien le jeu, ça va. Les torches trouvées sont suffisantes pour terminer l'aventure. Par contre, quand on joue pour la première fois, on prend du temps, on explore, on clique un peu partout. Résultat, le temps passe, et oui, il y a une mémoire interne dans le jeu qui compte un peu le temps, et les torches s'éteignent. Et si les torches s'éteignent, on se retrouve dans le noir, et boum. Donc les torches sont bien sûr en quantité limitée, elles s'épuisent, et puis si elles s'épuisent, voilà, boum, on peut pas finir le jeu correctement. Mais paradoxalement, plus on circule vite dans les différentes salles, plus vite elles se consument. On sait qu'on en a besoin d'une nouvelle torche quand la musique strident et agaçant arrive subtilement. Voilà, le petit indice audio. Alors là, il faut pas perdre de temps, et vite cliquer sur une des torches pour allumer une autre. Sinon l'écran devient noir, ce qui est symbole de mort. Alors pour les joueurs qui jouent à beaucoup de jeux de ce type d'aventure, les Might and Magic, c'est une base maintenant. L'échange de torches, toujours moins une torche qui n'est pas entièrement consommée et en gardée de côté. Alors, justement, comme on parle de écran noir, synonyme de la mort, parlons justement de la mort. Alors heureusement, quand on a un game over, on se rend compte qu'on a des vies illimitées, et on peut justement respawner, réapparaître dans la salle précédente où l'on avait perdu la vie. Et la cartouche NES, comme on disait un peu plus tôt, contenait une pile, ce qui était une chose rare à l'époque, pas tous les jeux en avaient. Donc voilà, on pouvait faire des sauvegardes, ça évitait de rentrer des mots de passe, et on pouvait les faire à volonté, là où on le désirait, car le bouton de sauvegarde était dans le menu. Et qu'est-ce qui se passe justement quand on mourait ? On avait une phrase particulière qui apparaissait à l'écran, qui était « Quel dommage quand ton aventure s'achève ici ». Et je peux vous assurer qu'on la lira souvent cette phrase, tellement les game over sont fréquents. D'ailleurs, les descriptions sur les différentes façons de mourir sont très précises, et ne sont pas censurées. Par exemple, jetez-vous dans le lac aux requins sans l'avoir congelé. Ou essayez de boire de l'acide provenant de la fontaine à la flûte. Ce qui était étonnant, car Nintendo aimait surveiller et imposer souvent des censures sur pas mal de jeux. Mais ici, si on faisait ces actions, comme je décrivais un peu plus haut, vous allez voir que les phrases sont assez intéressantes. Et pire aussi, on pouvait se suicider. Par exemple, on pouvait retourner l'épée contre soi et se faire volontairement des brûlures à l'aide des torches. Et là, qu'est-ce qu'on avait ? On avait donc une image de la mort qui apparaissait dans le cadre visuel. Et Fabien nous dit justement ici que l'image de la mort, à son avis, est pour lui la plus belle de ce jeu, la plus belle image graphique, celle qui l'a plus marqué. Je peux vous dire qu'elle m'a marqué aussi, par contre, contrairement à Fabien, il y avait pas mal de frustration à chaque fois que l'image apparaissait, on se disait peut-être pas, et si, pourtant elle était là, prête à nous emmener dans les ténèbres. Et en parlant de ténèbres, parlons justement des monstres. Alors on en fait des rencontres de Shadowgate. On y croise entre autres un chien mutant, des dragons, des statues vivantes, des squelettes, un requin, oui, c'est bien cela, un requin, une momie et une femme à 3 jambes. Bref, intéressant comme donjon, non ? En général, chaque créature rencontrée est un ennemi qu'il faudra combattre avec un objet précis ou un sort. Voilà, en fait, les rencontres sont un peu comme des puzzles. À noter que 2 monstres reviennent au cours du jeu, comme les très cruels trolls, que l'on se débarrasse une fois avec la lance, mais on ne le tue pas, et les fois suivantes, on s'en débarrasse avec un sort. Et le cyclope près du puits. Voilà, une salle où il y a un puits, il y a donc un cyclope, et faut l'assommer avec la fronde. Mais il revient à la vie si on lui enfonce pas l'épée dans son corps. Vous voyez les 2 étapes qu'il faut faire. Une fois à terre, il faut s'en débarrasser. Et à l'époque, il fallait le savoir tout ça. Donc c'est intéressant comment les combats sont justement en style puzzle.
Certaines rencontres sont mystérieuses et ne finissent pas par un combat aussi, comme le sage Sphinx qui nous pose une question. En cas de mauvaise réponse, et si on essaye de le frapper, il nous renvoie en arrière loin de lui. Le passeur, quant à lui, ne nous veut aucun mal. Il demande juste une pièce d'or pour traverser le fleuve de l'enfer. Mais n'en profitez pas pour lui refourguer de la monnaie en bronze trouvée au début du jeu. Là, ça va mal se passer. Et il y a aussi un magicien amical qui nous donnera un parchemin magique. Heureusement que les vies sont infinies, car on trouve rarement du premier coup la bonne arme ou le bon sort pour se débarrasser d'un ennemi. Voilà, c'est le one-shot, sinon c'est l'échec garanti. Et le jeu ne donne pas autant d'indices que cela pour résoudre les énigmes de la première fois. Donc c'est soit il faut être un petit peu malin, se dire peut-être que ça va marcher, après c'est un peu jouer à pile ou face, hein, mais c'est vraiment quelque chose de pas facile. Alors c'est marrant, en parlant de tous ces monstres, on dirait une autre version de la citadelle du chaos, non ? Ça me faisait penser un peu à ça. On s'introduit en solo dans une forteresse remplie de monstres, et voilà, on doit donc abattre le grand mage. Et ça me faisait penser à ça justement, Shadowgate. Donc c'était un excellent truc à faire juste après, de lire l'un après l'autre, la citadelle du chaos, et de jouer à Shadowgate. Alors, discutons justement un petit peu des éléments, des choses assez intéressantes du jeu, qui sont les 4 éléments. 4 éléments sont bien représentés dans Shadowgate, l'eau, le feu, la terre et l'air, et ils sont même omniprésents. Alors qu'est-ce que je veux dire par ça ? On peut s'en rendre compte que le feu, c'est une source assez importante, car c'est pour illuminer les pièces, c'est un peu une seconde barre de vie qu'il faut garder sur soi. Ça peut aussi servir pour prendre un objet pris dans les glaces, ou enflammer des objets comme une momie par exemple. Et il y a aussi plusieurs monstres cracheurs de feu, dont bien sûr le dragon, où l'on voit que ses yeux, et qui nous jette ses flammes dès qu'on veut prendre un objet. L'eau, alors l'eau très présente dans Shadowgate, le lac où voyage le passeur, le lac aux requins, la fontaine, la cascade, et on parlera aussi de la glace qui a son importance pour récupérer une clé inaccessible. Puis vient l'air, le vent qui nous transporte dans les puits magiques, une fiole contenant un breuvage qui nous fait voler au-dessus d'un pont délabré, et tout en dernier, la terre, avec ses grottes souterraines, et le fameux sort Terrak qui détruit des globes terrestres. Assez marrant comment justement le château a été créé et les puzzles sont tout autour des 4 éléments. Et en dernier, parlons de qu'est-ce qu'il y a après le graphisme visuel, l'audio, la bande sonore. La musique d'intro nous met tout de suite dans l'ambiance. À noter qu'elle a été reprise dans le jeu déjà vu. Voilà, c'est le jeu de Polar, créé par la même société de Shadowgate, Icom. Certaines musiques sont plutôt inquiétantes, comme celle de la salle au sarcophage ou celle du requin. Voilà, chaque salle des fois a son thème, son style. Elles sont hélas plutôt courtes et tournent en boucle, voilà, donc c'est une boucle rapide. Surtout, on va s'en rendre compte si vous restez dans la même salle. Quant au bruitage, ça et rien, c'est pareil. Ils sont très discrets et n'apportent pas beaucoup à l'ambiance du jeu. Alors il y a plusieurs versions de Shadowgate, il y a la version Game Boy Color où les musiques sont un peu retravaillées, après vous avez des thèmes qui sont repris dans le reboot de Shadowgate que vous pouvez trouver sur Steam, sur la page officielle du distributeur, et voilà, avec des hommages, des musiques qui sont bien reprises, mais bien sûr là on est sur la cartouche 8 bits, mais sachant les possibilités et les opportunités de 8 bits dans la musique, par exemple ce que composent Konami et Capcom, comme leur jeu Mega Man, Solid Snake, Metal Gear, voilà, on a quand même de très bons morceaux qui sont créés en 8 bits, même aujourd'hui qui a créé son genre, le chiptune. Mais là, disons que Shadowgate, c'est pas vraiment le plus important, le plus dynamique. C'est clair qu'on est très loin de Mega Man 2, Dr. Wily, Stage 1. Voilà, pour ceux qui connaissent. Une musique, voilà, si vous aimez le 8 bits, c'est clair qu'il y a des morceaux très sympas. Par exemple, les musiques des Castlevania. Bref, il y a plein de jeux vraiment où la musique est assez excellente. Là, ça va. Je dis pas que c'est mauvais, ça reste sympa. Et c'est vrai que ça peut travailler quand même l'atmosphère. Vous allez voir, la musique d'intro est assez chouette et nous plonge quand même bien dans le fait qu'on est dans un donjon obscurci, qu'on a besoin d'une torche rapidement et qu'il faut être aux aguets à chaque section, chaque passage que l'on traverse. Et justement, en parlant de musique, pourquoi pas justement pour jouer à une autre musique d'un jeu, d'un système plus avancé, la PlayStation 1, avec le titre Dracula's Castle du jeu Castlevania Symphony of the Night. Voilà, une musique qui nous montre justement un autre univers, un autre jeu, qui nous montre sa musique d'introduction au château. Allez, je vous dis à tout de suite.
Ok, nous voici de retour, sortis tout droit du château de Dracula pour retourner dans celui de Shadowgate. Alors, discutons des pièces principales du château. Alors, la première est celle de la cour du château. Et bien sûr, là où se trouve la première énigme de ce château, qui a posé pas mal de problèmes quand on en a parlé un peu plus tôt. Voilà, il fallait savoir qu'il fallait ouvrir le crâne qui se trouve au-dessus de la porte pour avoir une clé. La salle des deux ponts, avec celui en bois vermoulu et le deuxième bien solide. Un grand classique, évidemment, tenter d'accéder au pont fragile et mission impossible, sauf à la fin du jeu. C'est là qu'on trouvera l'arme ultime pour vaincre le sorcier. Le pont solide nous emmènera vers un spectre démoniaque. Voilà ce qui nous amène à la salle du spectre. Le spectre très inquiétant. Le monstre est particulièrement dangereux. La musique de cette salle est très menaçante. On ne peut pas tuer ce genre d'ennemi avec une épée. Et à cette étape du jeu, on ne connaît aucun sort à lui jeter. Que faire ? Mais si on réussit cette épreuve, on trouve une cape indispensable à la suite de l'aventure. Alors, la salle aux yeux menaçants. C'est une pièce rectangulaire. On voit au loin un regard haineux d'un dragon qui observe chacun de nos mouvements. C'est aussi une salle où il fait tellement chaud que les pièces d'or au sol ont fondu entre elles. Des os carbonisés rongés jusqu'à la moelle. De nombreux objets indispensables traînent sur le sol. Dès qu'on en veut ramasser un, c'est la mort assurée. Et le seul qu'il faut ramasser, bien sûr, c'est le bouclier qui s'y trouve. Et c'est le seul objet qui peut nous aider à prendre tous ces éléments sans se faire brûler. Il y a pourtant tant d'objets à prendre qu'il faut savoir qu'il faut faire des allers-retours dans la pièce, histoire que le bouclier se refroidit. Car à chaque fois que l'on l'utilise, le dragon nous crache du feu, et le bouclier nous y protège. Mais si on ramasse trop de choses à la fois, le bouclier commence à fondre sur lui-même. Et bien sûr, on reçoit les flammes du dragon. Alors, après vient la salle du requin, avec une énigme plutôt difficile. Un squelette contenant une clé nous largue loin. Mais voilà, traverser le lac à la nage est suicidaire. Alors, il faut savoir comment ramasser des objets très spéciaux, et c'est là aussi qu'on peut se rendre compte que les armes peuvent servir plusieurs fois, et toujours pas pour les mêmes choses. Alors, la salle des sarcophages contient 6 tombeaux, il y a une musique très mystérieuse qui nous accompagne, et il faut bien sûr ouvrir ces sarcophages. Sur les 6, un seul nous permet de sortir de la pièce. Un autre nous entraîne vers la mort sous forme de boue verdâtre, un sorte de slime, et 2 sont sans intérêt, et les 2 derniers renferment des créatures plus ou moins vivantes. Après cela, nous avons la salle du troll, qui nous prouvera que certains monstres sont invincibles et il faudra trouver une autre solution pour les tuer. Bien sûr, ce méchant troll est cupide et très cruel, il se dit propriétaire du pont et ne cessera pas de vous réclamer de l'argent. Il faudra bien trouver une solution, car vous n'êtes pas millionnaire, et que les armes ne le font pas mourir. Après cela, nous avons la salle de la fontaine, qui n'est pas non plus un lieu de détente. Essayez un peu de boire l'eau qui coule et vous mourrez avec grande souffrance. Il faudra pourtant prendre la flûte magique qui s'y trouve. Et là, on ne pourra pas faire comme avec le requin, où justement on a gelé l'eau pour le traverser, mais cela ne marche pas à tous les coups. A noter que l'air joué par la flûte est un court extrait des musiques du jeu, déjà vu. Voilà, bien sûr, le jeu du polar. Au cours du jeu, on utilise un autre instrument de musique, il s'agit d'un cor de chasse. Hélas, les sons joués par la NES ne ressemblent à rien à cet instrument. Par la suite, nous avons la salle du magicien, où l'on rencontre un homme habillé en Merlin. Alors peut-être Merlin du Chevalier du Labyrinthe. Et c'est le seul personnage amical de Shadowgate qui viendra nous aider. On le trouve dans une grotte mystérieuse, et nous offre un parchemin très précieux. Après il s'en va, et puis après on doit se débrouiller. On est loin d'en avoir fini avec ce fichu château. Alors, une salle vraiment intéressante, je dirais même que c'est ma préférée, la salle du Sphinx. Mince, pour une fois que l'on trouve des torches nombreuses dans une pièce, on peut pas les prendre. Un sphinx calme mystérieux se repose dans cette pièce. Il ne nous veut pas du mal, mais c'est pas pour ça qu'il va pas nous laisser tranquilles. Le combat ne sert à rien, sauf si vous avez envie de revenir dans les salles précédentes. La créature nous pose une question. Nous devons trouver la bonne réponse en lui montrant l'objet correspondant à sa question. En cas de réponse fausse, il nous renvoie également en arrière. Les programmeurs du jeu ont eu la bonne idée de proposer plusieurs questions, ce qui évite une lassitude si on rencontre de nouveau le sphinx. Très sympa ça. Par contre, le traducteur du jeu a quelques soucis en français. Pour lui, le balai est une chambre. En anglais, le mot balai se dit broom. Donc broom ressemble à room. Donc room se dit en français chambre. Pas facile de choisir chambre quand la réponse est justement balai. Après cela, nous avons une autre salle bien intrigante qui est celle de la femme attachée.
Alors, c'est pas un truc BDSM et compagnie, hein, c'est bien plus grec, mythologie grecque, hein, c'est une femme qui est attachée, et justement c'est un plus justement pour voir si vous avez la bonne vue. Il y a un élément important qui prouve que cette jeune et belle personne n'est pas si gentille qu'elle n'y paraît. Une troisième jambe se cache sur son corps, allongée et enchaînée. Ici, on ne fait pas rapidement quelque chose, la jeune personne se transforme en loup vorace. Tant pis pour cette créature, il faut bien l'éliminer. Puis vient la salle du puits. En fait, il y a 2 puits dans Shadowgate. Celui qui nous intéresse se trouve dans une pièce isolée et à sa gauche. Il y a une porte. Ce n'est pas une salle importante, mais il y a un élément important. La porte à gauche, inaccessible dans la version NES, tandis que dans les autres versions, on y découvre une salle avec des gobelins attablés en train de dormir ou jouer aux cartes. Pourquoi cette salle n'est pas dans la version NES ? Peut-être c'est un problème de la mémoire, une restriction, quelque chose d'assez intéressant, non ? Après ça, nous avons la salle du passeur, qui rappelle justement, encore une fois, où nous retournons dans la mythologie grecque, avec le fleuve Styx. En utilisant un maillet sur un gong, quel dommage qu'il n'y ait pas d'effet sonore à ce moment-là, ça aurait été sympa. La mort apparaît sur une barque. Celle-ci n'est pas cruelle, elle demande juste une pièce d'or. Vous lui en donnez une fausse, elle repart tout simplement. La mort est juste indifférente à votre sort. Puis après vient la salle finale, celle du Behemoth. Il est représenté comme un énorme dragon rose, baveux, avec des ailes pourvues de griffes. Après avoir vagabondé dans le château, on arrive au but qui est de détruire le sorcier Warlock et son monstre destructeur. Pour le détruire, il faudra déjà bien sauvegarder le jeu et faire une combinaison de différentes armes pour créer l'arme ultime. On y sera ensuite à la fin toute classique qui recommencera notre héros. Et voilà, le Behemoth entraîne avec lui dans les ténèbres le sorcier. Ils meurent tous les deux. Vous êtes champions. Alors bien sûr à l'époque, dans tous ces jeux-là, quand on les finissait, on espérait toujours une belle fin animée. On a tellement galéré qu'on espère quelque chose de différent par rapport aux autres jeux. Comme quoi on le mérite, non ? Et hélas, il n'en est de rien. Notre héros est à la cour du roi. Le roi du royaume veut le féliciter. Sa fille, la princesse timide, se cache derrière les épaules robustes de son père. Notre chevalier et la jeune princesse vont se marier et ils eurent beaucoup d'enfants. Ce n'est pas dit comme ça, mais on peut le penser. Malgré tout, on est content, on a fini le jeu, la musique de fin est répétitive, mais c'est une belle mélodie. A noter aussi qu'il n'y a aucun générique de fin pour savoir qui étaient les développeurs du jeu. Et surtout, on peut lire fin de la première quête. Oh là là. Bah voilà, on a fini le premier Shadowgate, et il est temps de parler de Shadowgate 2. Oui, mais non. Fin de la première quête, c'est des mots qui résonnent pour les joueurs qui ont joué multitude de fois. Et qui se disent, mais quand est-ce qu'il y aura une suite ? Alors il y aura une suite, mais hélas, elle ne viendra jamais. Alors pourquoi je dis qu'il y aura une suite ? Bah en fait, il y aura des remakes et des remasters. Mais jamais de suite officielle. Pourtant, un roman Before Shadowgate fut créé, mais il restera destiné pour le marché américain. Vous pouvez peut-être regarder sur Amazon par exemple si vous êtes curieux. Alors il y a une version Game Boy qui fut créée, un petit peu galère à jouer mais on se débrouille plutôt bien. La version est identique à la Nintendo. Après aussi sur la NES on a donc les autres jeux d'Icom comme Déjà Vu 2 et le jeu d'horreur The Invited, voilà, qui sort sur la NES aux US. Et ces 3 jeux utilisaient la même interface que Shadowgate, Icom justement utilisait leur même système pour créer ces autres jeux. Donc voilà, on avait 3 types de ces jeux-là, lesquels vous voulez jouer sur la NES, donc si vous voulez de l'horreur, de l'heroic fantasy ou du détective polar. Mais jamais de suite Shadowgate 2. Soi-disant, il y a une suite qui a été créée, mais là on avance vers 1999, sur la Nintendo 64, intitulée Shadowgate 64. La gimmick de la Nintendo 64, c'était de mettre 64 partout. Donc voilà, Shadowgate 64, et on ne voulait pas autant, on voulait juste Shadowgate 2, nous. Trials of the Four Towers, traduit en français par les épreuves des 4 tours. Alors c'est la société Infinity Ventures qui était censée justement créer une sorte de suite de la version de Nintendo. Le jeu a vraiment une réputation de médiocre, il passe à complètement inaperçu, et il n'utilise même plus l'interface des verbes, très très différent. Mais voilà, c'est quand même une chose assez intrigante. Moi j'ai trouvé que c'est un peu, pas une gemme, mais vous savez, c'est un sort de jeu quand même assez intéressant sur la Nintendo 64. Donc ceux qui ont pu y jouer, super, moi ça m'a toujours donné envie, je vous admets que je ne voyais que dans les magazines. Et j'aurais bien aimé justement pouvoir y jouer et découvrir de quoi il s'agissait. Mais peut-être pour une autre fois. Hein.
Alors, la conclusion de Shadowgate. Voilà l'univers, le monde, l'illustration de Shadowgate. Alors, pour parler conclusion, Fabien nous donne sa conclusion ici. Donc, Shadowgate a marqué ceux qui l'ont essayé. Ce jeu magique, mais voilà, qui aura bien sûr un reboot, qui est sorti sur Steam il n'y a pas longtemps. C'est un reboot, mais ce n'est toujours pas la suite. Alors pour conclure, Shadowgate, c'est un jeu quand même qui a marqué ceux qui l'ont essayé. C'était un jeu beaucoup plus adulte que les autres, sortis à la même époque. Beaucoup de personnes ont ressenti la difficulté du jeu, les énigmes, les torches à ramasser, cette fameuse durée de vie très limitée. Et une fois le jeu terminé, on n'y rejoue pas, ou alors pas tout de suite, mais on ne l'oublie pas. Voilà, donc Fabien nous dit justement pour le podcast, il a ressorti sa bonne vieille NES, jaunie par le temps. Alors ça dépendait des modèles, certains modèles justement le plastique jaunissait, d'autres ne jaunissent pas. Il avait même gardé la cartouche et sa batterie marchait toujours. Il a pu rejouer justement à sa version qu'il avait pas fait plus de 10 ans. Et il nous dit tout de suite que le charme a opéré de nouveau et qu'il a ressenti beaucoup de plaisir à y jouer. Il avait vraiment oublié certaines énigmes. Il n'y a plus de SOS à appeler Nintendo, bien sûr, il y a plus sophistiqué, maintenant on peut aller... il y a beaucoup plus rapide maintenant, le web, tout simplement. Mais voilà, on va sur une solution internet, mais voilà, c'est une autre époque. On s'étonne aussi que Nintendo l'a pas censuré alors qu'il est gore, et qu'il a des descriptifs vraiment violents. Voilà, quelque chose qui est passé sous les rideaux de NES. Ça reste un des rares jeux traduits en français à cette époque. Des rumeurs sur le net circulaient qu'il y aurait d'autres salles, comme celle du Scorpion ou de l'église. Mais voilà, bien sûr, des rumeurs. Shadowgate restera un des jeux préférés de Fabien sur console, toutes consoles confondues. Et il a hâte de découvrir le remake, qui a gardé toute l'origine de l'interface du jeu. Fabien, je te souhaite bonne continuation. Alors de mon côté, c'est vrai qu'avec Fabien on partage une passion commune pour Shadowgate. Moi c'était sur Nintendo chez les voisins qu'on allait jouer entre mômes, voilà. Alors quand on était 5 mômes, quand on dormait chez un ami, voilà, on sortait Shadowgate à minuit une fois que les parents se couchaient et nous on jouait entre gamins, on discutait entre nous comment résoudre les énigmes, on coupait le son de la télé, voilà, c'était que des images. Je garde vraiment un souvenir vraiment sympa où on discutait, on essayait de trouver, on n'avait pas de bagazine de soluce, on n'avait rien, donc c'était assez amusant. Bon, on était plusieurs, on avait réussi quelques énigmes, mais certaines on n'y arrivait pas, et on avait un peu ce gasp, vous savez, quand on arrivait dans une nouvelle salle, comme celle du Sphinx, je crois que vous entendez 5 gamins faire oh, voilà, c'était incroyable, quoi, et puis on cachait la luminosité de la télé pour pas se faire griller par les parents. Et puis voilà, c'est mon premier contact avec Shadowgate. Puis par la suite, j'avais une Game Boy Color que j'avais trouvée en brocante, en occasion, qui marchait bien. Je crois que le mec il repeignait sa pièce et il avait laissé la Game Boy sur le pot de peinture. Et voilà, la console avait un petit peu de peinture dessus. Bon, pas de souci, le White Spirit et compagnie. Pouf, voilà, la Game Boy Color marchait une fois que je l'avais acheté. Et justement, je m'étais procuré en version Game Boy Color Shadowgate. Et là, j'ai redécouvert le jeu et je crois que c'est là où j'ai passé le plus de temps avec. Dans les transports en commun, les pauses au taf. Enfin, au taf, c'était pas au taf, c'était l'école à l'époque, c'était le lycée, je crois. Le collège, c'était le collège, ouais, collège ou lycée, voilà. Donc, pas mal de temps dessus. Et puis, récemment... En préparant le podcast, je me souvenais que j'avais joué quand j'étais gamin sur Mac, donc la version Shadowgate PC, qui était représentée comme des fenêtres Windows, des fenêtres Mac, qui se retrouvaient un peu partout sur le menu, mais j'avais joué beaucoup plus à Uninvited, voilà, sur Mac, et tout petit peu Shadowgate chez un ami, et puis après j'avais demandé si mon père pouvait me l'offrir pour Noël, voilà, mais j'ai pas passé autant dessus, quoi, voilà, c'était plus amusant de jouer avec les amis. C'était comme une nécessité, c'était d'être entre potes et de résoudre les énigmes. Et donc voilà, donc j'ai rejoué récemment là, sur la version old school d'Icom, Mac Ventures, de Shadowgate, et c'est un vrai plaisir. Alors je me suis attaqué aussi au reboot là, de Shadowgate, qui est vraiment excellent. Les illustrations sont magnifiques, avec des petites animations, on retrouve vraiment l'ambiance, les sorts, la carte, l'atmosphère. Alors l'atmosphère a un peu changé, on est passé, je trouve, de l'heroic fantasy à ce sort de dark fantasy, ce qui est cool, j'aime bien. Alors dark fantasy, vous savez, c'est comme le film de Michael Mann, The Keep, l'histoire sans fin, Labyrinthe, le Dark Crystal, voilà, donc tous ces films-là qui ont Heroic Fantasy avec un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur.
Donc je trouve qu'il y a un petit peu ce côté-là. Il n'y a pas vraiment un design à la Giger, mais comment dire, il y a ce que je veux dire par Giger, en fait, je veux évoquer qu'il y a une sorte de biomécanisme. Alors on enlève le mécanisme, et c'est plus du bio-fantasy. Je trouve que les salles sont vivantes, en fait. Comme si elles avaient des organes, comme s'il y avait un cœur qui battait. Et je pense que c'est au niveau des illustrations. L'architecture est assez troublante, mais tout cela dans le positif. Il y a vraiment quelque chose d'intriguant. Mais voilà, c'est une différente atmosphère. Mais en même temps, c'est un reboot, hein. C'est bien ça, c'est pas un remake. Donc bien sûr, il faut s'attendre à des changements et qui sont vraiment, vraiment intéressants. Mais voilà, on attend toujours la suite de Shadowgate. Pourquoi pas ? Cela peut toujours arriver, hein. Surtout dans le monde du Kickstarter et du jeu vidéo indépendant qui s'agrandit, qui devient vraiment quelque chose de fantastique et vraiment intriguant, intéressant. C'est fort possible. La mode du pixel art, du 8 bits, 16 bits, 32, qui est aussi très présente dans le milieu indie. Pourquoi pas, ça serait sympa de retrouver un petit peu un Shadowgate. Là, on peut retrouver d'autres dungeon crawlers comme Legends of Grimrock et le Might and Magic 10 qui sont bien présents, mais voilà, c'est un autre style de jeu. On n'est pas dans le puzzle, là c'est du combat, mais on retrouve en fait le même type de gameplay, comment on avance dans les pièges, comment les choses se passent, mais là c'est plus comme Lands of Lore et ces jeux de ce type-là. Là, c'est vrai que le Shadowgate c'est assez unique et l'évolution c'est peut-être le genre de Myst, hein, c'est le point and click plus aventure. Mais voilà, c'est quelque chose assez cool. Et voilà, je voulais revenir sur le reboot de Shadowgate, vraiment intéressant. C'est un point de vue un peu personnel, comme je disais, ce côté organique, très vivant. Et je pense que c'est plus les illustrations, vous savez, ils ont ce côté un peu crayon, un peu comme des dashes quand c'est dessiné, des petits coups, des griffures. Et c'est peut-être ce côté, je pense, qui est beaucoup plus proche des artistes qui ont créé ce reboot, comment cela est réadapté. Mais on retrouve quand même les mêmes pièces, les mêmes salles. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi plein de nouvelles choses aussi, hein, donc vous allez voir, très très sympa. Donc voilà pour nos expériences partagées. Voilà, chers auditeurs, ce fut un vrai plaisir justement de discuter de Shadowgate, de vous raconter les différentes salles, l'univers, les monstres. Ça fait vraiment plaisir de replonger là-dedans. Pour ceux qui veulent justement se remettre à Shadowgate, allez-y, je vous souhaite bonne aventure. Il y a plusieurs versions qui existent, donc voilà, trouvez celle qui vous fera plaisir et puis qu'elle vous pourrez explorer. Alors un dernier point que je voulais évoquer, qu'on n'a pas discuté encore, et je pense que c'est cool de conclure là-dessus, c'est le boîtier Nintendo. Alors très sympa, c'est un boîtier qui n'a pas de cadrage. En arrière-plan, on a une sorte de fond de pierre, vous savez, qui est calé au sol. Et puis on a le nom du jeu, donc Shadowgate, écrit en vert, qui est un peu de travers, qui prend une typo un peu médiévale germanique. Et puis on a une gargouille en fait enfermée. Alors là, c'est le côté très 80s, très sympa. On a une gargouille dans un triangle, mais avec un effet de fausse perspective, fausse 3D. Justement, ses yeux sont rouges et sa queue sort du triangle, donc sort de son propre cadrage. Et le bout de sa queue, on voit que la pierre est en train de se briser. Alors, une gargouille en pierre est en train de se briser et on voit une queue, justement, une dague, vous savez, comme les queues de diable, de diablotin, donc la pierre se brise pour révéler justement une vraie queue cachée à l'intérieur. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on trouve une sorte de timbre violet du château de Shadowgate. Alors c'est un petit timbre avec violet, avec une illustration en noir encre du château à l'intérieur. Et c'est un timbre qu'on se trouve aussi à l'arrière du boîtier. Et c'est assez cool, quoi. Ça n'a pas vraiment une raison d'être là, mais c'est à ce côté timbre, voilà, comme c'est officiel Shadowgate, boum, c'est collé dessus. Assez cool, quoi. Donc moi je trouve vraiment que c'est un boîtier vraiment intéressant. Une très très jolie pièce d'art. C'est un boîtier que j'ai dans ma collection, que j'ai bien mis dans une pochette plastique et que j'aime bien admirer justement. Il y a ce côté design vraiment sympa qui sort un petit peu de la norme des autres jeux Nintendo. On sort du cadrage et on va dans quelque chose un peu plus fantastique. Et c'est vraiment une très chouette idée pour un puzzle aventure Heroic Fantasy. Donc voilà, chers auditeurs, cela conclut notre podcast spécial Shadowgate. Ce fut vraiment un vrai plaisir de redécouvrir le jeu et voilà, d'en discuter avec vous, d'allant justement à l'univers, son scénario très simple, mais justement qui est parfait pour ce que l'on est en train de vivre comme aventure, jusqu'à son boîtier vraiment très sympa.
Sur cela, voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast dont vous êtes le héros. Alors, d'autres numéros pop culture sortiront très bientôt. Et voilà, on a aussi un interview qui sort très très bientôt, qui a enfin été traduit. Et donc, voilà, qu'on va justement diffuser pour vous, à votre plaisir avec Fred. Voilà, sur ce, notre prochain livre dont vous êtes le héros sera Rendez-vous avec la mort. Et d'ici là, je vous propose que l'on se quitte sur le thème principal de Shadowgate de la Nintendo. Aventuriers, je vous dis à très bientôt. Salut!